plaisir d'être ici ce soir. Lewis, bonsoir Gilles. Qu'est-ce que tu penses de la science-fiction? C'est toute une histoire et je dois avouer qu'effectivement c'est pas tout à fait mon truc. Parce que ça, tu me l'as dit tout à l'heure quand même. Alors, bienvenue pour cette dernière rencontre avant la soirée de remise de prix de ce énième festival des Utopiales. Donc, il y a des noms qui résonnent. Il y a Shampoing, il y a Mildiou, il y a Lapino, il y a Donjon, il y a Ralph Hazan, les cosmonautes du futur, un petit peu quand même de science-fiction, Infinity 8, Density, l'association. C'est-à-dire qu'après Bilal, après Druillet, après Jim Burns, après Léo, après François Bourgeon, après Jodorowsky, après Manchu, après Mézières, après Denis Bajram et tant d'autres, nous avons l'immense plaisir donc d'accueillir Lewis Trondheim. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc Lewis, merci de passer cette petite heure d'apéritif avec nous pour parler un petit peu d'une manière conviviale et sympathique de ton immense carrière, de tes milliers d'heures passées courbées sur une planche à dessin, sur une feuille blanche avec un crayon. Non, pas des milliers d'heures, pas des milliers d'heures. Vite. J'ai tout fait à peu près en 3 jours. Tu es trop modeste. Alors quand on parle de Lewis Trondheim et des Utopiales, en fait, il y a eu une question, moi, qui m'est apparue, c'était mais pourquoi finalement? Pourquoi? Parce que Lewis, c'est vrai que je me souviens pas effectivement que ce soit la personne que l'on associait tout de suite à des vaisseaux spatiaux immenses, à des guerres intergalactiques, à des lasers ou autres. Alors du coup, j'ai quand même voulu poser cette question en premier à un lecteur. Alors il m'a fait une réponse assez dithyrambique que je vais vous livrer ici, et puis on verra si Lewis a envie d'y répondre ou non. Et puis, s'il n'a pas envie d'y répondre, on passera peut-être, parce qu'il nous a fait aussi le plaisir de nous amener un petit catalogue d'images qui va le forcer à repartir un petit peu dans son passé. Alors on verra si son passé est truffé d'anecdotes et de petits commentaires sur les images qui vont défiler pendant la soirée. Donc je vous livre la question. Donc cher Lewis, toi qui depuis presque 30 ans maintenant, quand même, travaille à explorer donc les travers de l'humanité à l'aide de tes personnages et de drôles d'idées, avez-vous pu faire le tour de ce qui se passe entre les cases en fait? Comme le cerveau invente rapidement un scénario lorsque vous tombez du lit pour vous faire croire que vous tombez en rêve et ainsi vous prévenir de la chute en espérant vous réveiller, est-ce que cette fameuse gouttière se vide entre les cases? Est-ce que le cerveau humain agit de la même manière en remplissant les vides? Et que, de la même manière, en ayant une peur bleue du vide, le cerveau humain a-t-il, à cause de cela, inventé Dieu? D'accord, alors deuxième question. Alors, non merci, ça va, c'est bon. Alors je sais que tu te réveilles le matin en te disant qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui, ou peut-être même sans te poser finalement la question. Non, je me pose pas la question. Moi, je suis une espèce de dessinateur naturel. Pour moi, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit simple. J'ai commencé à faire de la BD parce que je m'ennuyais. Quand j'étais gamin, je dessinais, mais j'arrivais pas à bien dessiner, donc j'essayais de faire comme je pouvais. Et puis j'ai laissé tomber parce que je me disais, j'arriverai jamais à faire de la BD, c'est impossible, c'est trop dur. Mais j'avais envie de raconter des histoires, par contre ça c'était sûr, mais je ne savais pas si ça allait être dans le domaine du roman, du scénario pour la télé ou le cinéma. Et un jour j'ai vu un fanzine qui s'appelait Le Lynx, qui était fondé par Jean-Christophe Menu, il y avait Stanislas dedans, et j'ai vu une planche de bande dessinée de Matt Conture, qui était très très mal dessinée, mais c'était bien raconté, et c'était très intéressant. Et je me suis dit, mince, on peut faire de la bande dessinée sans savoir bien dessiner, donc c'est peut-être un truc pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la bande dessinée en me disant, voilà, il faut que je chope le lecteur à la première case, à la première bulle, que l'interaction entre les personnages soit intéressante, que la situation soit intéressante, que le lettrage soit bien fait, parce que ça c'est vachement important. Souvent il y a des jeunes auteurs qui me demandent comment faire, je dis surtout écrivez proprement. C'est l'air tout bête, mais si vous écrivez proprement et que le dessin est pourri mais l'histoire bonne, et ben ça fait déjà tout. Et voilà, et depuis ça fait à peu près 30 ans effectivement que j'essaye de m'améliorer petit à petit.
Donc là, j'ai fait des petits, un petit PowerPoint. Ça marche ou pas? Normalement, ça devrait marcher. Voilà, donc là, on peut voir au début mon style de dessin. C'était le top du top que je pouvais faire. Et donc, je faisais un personnage la bouche fermée et le même la bouche ouverte, avec un personnage qui était off. Et tout était fait sur effectivement la rythmique de dialogue. Et à l'époque, c'était sorti en 90 en album. Et Jean-Pierre Dionnet m'avait vu à Angoulême. Il m'a dit: ah, c'est toi Lewis, c'est toi qui fais ça, c'est super bien. Il faut que tu continues, j'adore. Et je me suis dit, bah, je vais arrêter. Parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre Dionnet. Mais il suffit qu'on me dise que c'est bien pour que je fasse autre chose. Mais pour faire autre chose, il fallait que j'apprenne à dessiner. Donc là, les personnages comme ça, en fait, j'ai gagné ma vie comme ça au début, grâce au magazine Le Psychopathe. Carali m'a fait vivre, moi, menu, kilo fer, ma conture, comme ça, pendant presque 4 ans. On était payé 100 francs la page, 200 francs. C'était pas beaucoup, mais j'avais pas d'enfants, donc j'avais pas beaucoup de dépenses. Et elles étaient faites en 1 heure? Les pages étaient faites assez rapidement. Bah, je savais que ma force, c'était pas le dessin, mais ça allait être les structures et les dialogues et les situations. Donc, effectivement, même maintenant, je fais une page en 3 heures environ. En traditionnel, on est bien d'accord? En traditionnel, oui. Enfin, ce qu'on appelle traditionnel. Mais alors, juste une petite question du coup, parce que ça fait quand même plusieurs fois que tu parles effectivement du texte et de la structure. Et est-ce que tu t'es essayé à l'histoire écrite, au roman? Et est-ce que peut-être un jour, quand on aura marre de dessiner ou quand tes mains trembleront trop pour dessiner, est-ce que du coup tu t'attaquerais au roman? Non, je crois que c'est trop difficile, c'est pas mon langage. J'ai essayé quand j'avais 14-15 ans, je lisais pas mal de romans d'aventure, de la science-fiction, du fantastique. Jusqu'à 20 ans, j'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup. J'essayais d'écrire des nouvelles à cette époque-là. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les claviers, donc mon père était libraire, on avait une secrétaire qui avait une machine à écrire. Donc sur la machine à écrire, j'essayais de taper des nouvelles, c'était sans doute très très mauvais. Et j'ai pas gardé. Et voilà. Donc après, voilà, j'ai fait cet album-là pour apprendre à dessiner. C'est un album que je me suis dit j'allais faire 500 pages, avec un format de gaufrier. Donc gaufrier, ça veut dire que c'est des cases, il y avait 3 cases sur 4. Comme ça m'évitait de trop réfléchir à comment mettre en scène. J'avais une case carrée, c'était tout. Donc c'est la première page, donc c'est très moche, mais c'est pas grave parce que je pouvais pas faire mieux de toute façon. On voit à la page à case 7 le personnage de Lapino qui apparaît. Donc c'est un personnage que j'ai fait après beaucoup dans des aventures d'albums cartonnés classiques. Mais ça devait pas forcément être le personnage principal de l'album. Comme j'improvisais, j'ai vraiment tout improvisé, c'est-à-dire que il n'y a pas de crayonné, et c'était de page en page, je ne savais pas ce qui allait arriver, mais ce n'était pas fait pour être publié à la base, c'était juste pour moi apprendre à dessiner. Donc 500 pages, comme ça, j'ai mis à peu près 9 mois à faire 423 pages. Et je me suis dit, c'est bon, j'arrive mieux, je vais essayer de faire autre chose. Et après, c'est les copains qui ont vu les pages, ils m'ont dit, maintenant, finit tout et on va le publier à l'association. Parce qu'entre-temps, on a monté une structure qui s'appelle l'association, avec Jean-Christophe Menu, qui veut faire, David B, Mass Conture, c'est passé super bon. Et ils m'ont dit, on peut le faire. Et moi, à l'époque, les albums de 500 pages, ça n'existait pas vraiment, en fait, c'était en 90. Et on a quand même réussi à le faire, et j'ai fini les pages. Donc là, on voit aussi le dessin. Au niveau des décors, c'était pas top top. Donc j'ai toujours tendance à dire, essayez d'apprendre à faire des décors quand vous êtes jeune de hauteur. Dessinez beaucoup d'après nature. C'est ce que j'ai fini par faire, en fait, dans les années 2000. Comme je voyais mon dessin qui stagnait un petit peu, je me suis dit, pour apprendre un peu mieux, il faut que je dessine d'après nature. C'est difficile au début. C'est vraiment très, très honteux, mais ça m'a fait progresser. Et comment, à cette époque-là, tu pars sur un album de 500 pages, donc en parallèle de ton activité, entre guillemets, rémunératrice? En parallèle, moi j'ai jamais fait d'autre métier que auteur de bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai fait l'armée déjà, j'étais obligé. Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est l'armée? Alors l'armée, c'est des gens qui sont avec des habits habillés pareil un peu tous. Il y a un chef qui a des trucs jaunes alignés comme ça, qui c'est plus le chef que les autres, et il faut lui obéir. Et t'as dessiné pendant ton armée ou les chefs ils t'embêtaient trop? J'ai dessiné un petit peu, mais assez peu. Mais en fait, j'ai découvert que je pouvais faire de la bande dessinée aussi grâce à l'armée, parce que
à côté de moi, il y avait le studio de photographie. Il y avait un appelé qui travaillait au cahier de la bande dessinée, qui s'appelle Harry Morgan. Et il faisait aussi un fanzine. Donc j'ai découvert ce que c'était que le fanzina. Donc le fanzina, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire avec des photocopies, un petit magazine comme on peut. Et de là, j'ai découvert les cahiers de la bande dessinée. Et en 87, j'ai vu qu'il y avait un colloque qui allait se tenir à Cerisy-la-Salle en Normandie. Et c'était organisé par Thierry Grandstein, il y avait Benoît Peters et d'autres collaborateurs des cahiers de la BD qui étaient là-bas. Donc j'ai demandé à mes parents de me payer le voyage et le séjour pour voir si c'était intéressant de faire ce genre de choses. Et c'est là que j'ai découvert le fanzine de Menu et le fait qu'on pouvait faire de la bande dessinée moche, mais intéressante.